Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Eh bien, bienvenue à tous et bienvenue dans cette hors-série des entretiens 7e art récréatif. Aujourd'hui, on est avec Vadé Rétro Cinéma. Bonsoir Rodolphe. Salut. Comme je l'ai dit, on est dans un petit hors-série où on va parler des drogues du futur. Et donc, pour parler des drogues du futur, j'ai demandé un youtubeur du futur. Et donc, c'est toi, Vadé. Donc, je vais te présenter un petit peu. Hein. Donc, tu as une chaîne YouTube depuis 1 an maintenant. Tu fais des analyses de films et tu introduis en fait dans tes analyses des courts-métrages de fiction pour scénariser un peu tes critiques. Oui, c'est ça, oui. C'est assez bien mis, ouais. Je fais une sorte de mise en scène de mon analyse. J'apporte un côté totalement fictif et humoristique, principalement. Ouais, tout à fait. Un côté comique, drôle, mais en même temps, tu mets en avant quand même des choses que peut-être tu as appris, ou peut-être que tu fais une école de cinéma. J'ai juste fait une fac de ciné, mais non, en fait, c'est vraiment sur le tas que je me suis mis dans la technique, même encore aujourd'hui. Hein, j'apprends à chaque fois que je prends la caméra, à chaque épisode que j'ai fait, j'ai appris de nouvelles choses. Donc je suis vraiment en autodidacte là-dessus, mais et oui, une chose, c'est que oui, j'essaie en tout cas de faire du cinéma. J'essaie toujours de faire quelque chose d'un peu cinématographique dans mes projets. Ouais, donc c'est en tout cas, c'est vrai que c'est un point fort, c'est que tu racontes des histoires, tu les mets en scène, et tu intègres dedans une critique de film, une analyse, mais on voit que c'est quelque chose de travaillé. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus de création d'une vidéo? Oui, dans l'idée, en fait, moi, le principe de base de ma chaîne, c'est de parler des films de l'ombre, comme je dis, c'est-à-dire des films dont on ne parle pas assez ou des films qui sont vraiment passés inaperçus ou qui ont bidé, mais que moi j'aime beaucoup. Et en fait, de les mettre en avant d'un côté et ensuite, et en fait, déjà d'expliquer ce qu'il y a d'intéressant dedans. Et souvent, ce sont des films sur lesquels je reviens pour en sortir déjà des problématiques intéressantes, pour sortir des niveaux d'analyse, pour parler du réalisateur, des acteurs. En fait, souvent, je choisis un film que j'aime beaucoup pour pouvoir parler de plein d'autres films, pour pouvoir parler de plein d'autres arts, pour pouvoir parler d'autres sujets même. C'est essayer de prendre un film qui me plaît comme vecteur principal pour pouvoir développer sur plein de petites choses. Mais en même temps, justement, de créer un univers et de faire de l'humour, en fait. C'est vraiment une part qui est importante de ma chaîne, c'est le fait que mes vidéos, j'ai envie qu'elles soient pas seulement justement intéressantes, mais qu'elles soient vraiment divertissantes. C'est-à-dire que du fait que des fois j'essaie de lâcher des informations qui sont pas forcément digestes, du coup de faire couler ça avec de l'humour et avec de la mise en scène. Et donc, j'ai l'habitude de relever les hauts faits un peu de mes invités. Et donc, dans ce que moi j'ai vu sur ta chaîne, il y a la vidéo de Defender, Defender, ouais. qui est une des dernières vidéos, et il y a la vidéo de Strange Days. Oui, qui est pas mal en thème avec ta chaîne, justement, vu que là, justement, vu que c'est même en rapport avec l'épisode, vu que ça parle d'une forme d'une drogue du futur, en fait. Même si c'est une drogue virtuelle dans ce film-là, mais où même dans l'intro, justement, il y a vraiment une mise en scène très psychédélique. Ouais, bah, tout à fait, elle est tout à fait dans le thème. On retrouve ce côté, en tout cas, de drogue du futur. Écoute, maintenant qu'on a pu discuter un petit peu de ce que tu fais, on va parler de la thématique de ce hors-série. Donc là, on est un peu sur une thématique des drogues du futur. Donc le film qu'on va traiter aujourd'hui, c'est donc toi qui l'as choisi. Ouais. Et je vais te laisser l'annoncer à nos auditeurs. Le film choisi, c'est Scanner Darkly, Substance mort en français, il me semble.
de Richard Linklater. C'est sorti en 2006. Oui, c'est ça. Et c'est un film qui en fait qui est sorti en 2006, mais qui prend place dans un futur proche. Ce qui est ironique parce que c'est un film qui prend place 7 ans après 2006, donc techniquement, si on devait suivre, on serait déjà en fait dans le passé dans ce film-là. Mais c'est un film qui a une sorte d'univers très proche de la réalité d'aujourd'hui, mais un peu dystopique. Oui, alors donc on est dans un roman d'anticipation qui a été écrit par Philippe K. Dick, qui est donc l'auteur à chef-d'œuvre dans tout ce qui est roman d'anticipation. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de les citer, mais on va quand même dire Blade Runner, Minority Report, Total Recall. Donc voilà, un maître dans l'anticipation. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc là, il fait une œuvre qui est quand même assez personnelle. Oui, tout à fait. Ouais. Le livre en soi, c'est un des livres de ce que j'ai découvert, en tout cas, qui est presque pas décrit comme un livre d'anticipation, justement, par certains. Du fait que c'est un livre qui est, comme tu dis, qui est très personnel, en fait, et qui est un peu métaphysique. Ouais. Et c'est je ne l'ai, alors personnellement, je ne l'ai pas lu. J'ai surtout découvert à travers le film, mais en tout cas, oui, en tout cas des sources données. C'est aussi un des films qui est le plus près de son adaptation d'origine, en fait, de son roman d'origine vis-à-vis du scénario. Ouais. Alors, j'ai pas lu le livre non plus, hein, mais par contre, j'ai regardé un petit peu les critiques et il y a beaucoup de critiques qui disent que c'est un de ses meilleurs romans. Donc, après, voilà, je suis comme toi, hein, j'ai vu que le film. Ouais. Donc, on va peut-être aborder le sujet de l'image en fait du film, parce que donc c'est un film qui est quand même assez spécial au niveau de l'image, donc qui utilise en fait une technique qui est la rotoscopie. Donc, est-ce que toi, tu connais un peu cette technique? Enfin, est-ce que tu connais d'autres films qui sont faits avec ça? Moi, j'en ai pas vu. Je sais que le film précédent de Linklater était en rotoscopie, Waking Life, qui est un film peut-être plus métaphysique, mais où même dans cette version-là, il a fait plus que de la rotoscopie, vu que le film en fait change de style tout au long du film de Waking Life. On a même des aspects presque où on croirait des inspirations de Van Gogh ou de Picasso, où les personnages en fait vont changer de forme, de couleur, de style. Mais après la rotoscopie, en fait, c'était une des techniques ancestrales du cinéma. C'était vraiment c'était une des techniques d'animation assez antique du cinéma, qui n'avait pas été réutilisée depuis un bout de temps. Donc c'est ce que je sais, c'est le fait en fait de retracer par-dessus l'image les traits et de redessiner en fait par-dessus. Le fait qu'à la base c'était fait uniquement pour cinéma d'animation, mais pour le cinéma, pour le film de Linklater, dont Scanner Darkly, ça a été le fait de d'abord filmer et par-dessus en fait de recréer de l'animation, de ce que je comprends du principe en tout cas. D'accord. En tout cas, donc du coup à l'image, ça donne une impression un peu de BD, quoi. Donc les personnages, on voit qu'ils ont été filmés et que c'est les vrais acteurs qui jouent, mais par-dessus, il y a une couche qui est rajoutée visuellement qui donne un peu une impression de dessin. Ouais. Et donc ça mélange un peu le réel et le dessin. Donc c'est Ouais. Oui, tout à fait. C'est dur ce serait difficile de définir est-ce que c'est un film d'animation ou pas, parce que techniquement, ça a été filmé avec des acteurs, mais ça a été, il y a eu tout un travail d'animation qui a été fait par-dessus. Donc c'est un film à la fois live et à la fois un film d'animation. Ouais. C'est ce qui le rend assez particulier. Donc du coup, tu as parlé un peu des acteurs. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un beau casting. Ouais. On a donc dans les premiers rôles Rory Cochrane, on a Keanu Reeves. Donc bon, forcément Keanu Reeves, hein, lui, il est toujours dans les films
un peu spécial d'anticipation. C'est vrai qu'il arrive toujours à se placer un peu dans ce type de film, et c'est toujours appréciable en tout cas de le retrouver. Donc on a aussi Winona Ryder Ouais, et Robert Downey Jr., donc qu'on voit beaucoup quand même dans le film, et Woody Harrelson. c'est ça. Donc ça, c'est vraiment les acteurs les plus importants, mais bon, là, il y a encore d'autres personnages. Donc il y a quand même un très beau casting. Ouais. Et donc ce côté un peu dessin animé, avec ce casting, c'est vrai que voilà, sur le papier, on s'attend en tout cas à quelque chose qui doit être intéressant, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et vis-à-vis du choix du casting aussi, qui est particulier, enfin qui est étrangement bien choisi, j'ai envie de dire, pour le sujet du film. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est que comme c'est quand même sur un sujet de consommation de drogue, et on a un casting de gens qui sont quand même assez connus pour avoir consommé pas mal de substances, quoi. C'est ça, bah, c'est-à-dire, à part Keanu Reeves, qui me semble n'est pas trop là-dedans, et Rory Culkin, on sait pas trop, mais où lui, on l'a retrouvé dans le tout premier film de Richard Linklater, qui est Dazed and Confused, justement, où il était encore tout jeune, avec une perruque avec les cheveux super longs. Ouais. Parce que oui, je casse le mythe, mais c'était une perruque. Et c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais où en parallèle, oui, c'est surtout le trio Woody Harrelson, Winona Ryder et évidemment Robert Downey Jr. qui ont tous eu leur passé avec des drogues variées, justement. Autant Robert Downey Jr., lui, c'est assez connu, justement, ça a été un des cas les plus extrêmes. C'est le rôle d'Iron Man qu'il a un peu sorti de tout ça. Ouais. Mais où ça, il y a toute une histoire là-dessus, mais où lui, il a vraiment touché à énormément de drogues. Je pense qu'il y avait aussi le rôle dans Ali McBeal, peut-être qu'il avait. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé sa prestation dans Ali McBeal. Ali McBeal. Mais moi, c'était dans une affaire, Un week-end en famille, le film de Jodie Foster. C'est le tout premier film où je l'ai vu, où j'étais vraiment tout petit quand je l'ai vu. C'était une VHS qu'on avait louée, où c'est une sorte de grosse réunion de famille complètement barrée, et où il joue le grand frère homosexuel complètement taré, et où Jodie Foster disait qu'en fait sur le tournage il était complètement sous substance régulièrement. Et c'est intéressant quand tu le sais, parce que il est incroyable dans le film. C'était mon personnage préféré, même quand j'étais petit, je le trouvais phénoménal. Il a une sorte d'énergie assez ahurissante, et c'est justement, il y a ce côté à double tranchant où tu te dis il offre cette énergie, et en même temps on sait qu'à l'époque c'était une période assez particulière pour lui, justement, mais ça fait partie de son passé après. Mais c'est intéressant, c'est cool, et c'est cool de voir qu'il soit revenu, qu'il soit allé aussi loin après avoir eu un passé aussi difficile, quoi. Et il y a aussi Winona Ryder qui a eu une dépendance aux opiacés, due à, je crois que c'était en partie dû après son tournage sur Alien la Résurrection, qui s'était mal passé parce qu'elle avait une phobie de l'eau, parce qu'elle avait failli se noyer quand elle était petite. Et il y a une scène où elle devait aller sous l'eau dans Alien 4. Et je crois qu'il y a eu un accident grave lors du tournage qui fait qu'elle a été à l'hôpital et qu'elle a été sous morphine, et que ça a un peu démarré une dépendance, il me semble, aux prescriptions non-stop en fait de médecins, où elle utilisait des pseudonymes et tout. Enfin, je veux pas faire trop de dossiers sur les acteurs parce que je les adore, j'ai pas envie de. C'est intéressant de se dire que c'est des gens qui ont accepté ce passé d'eux-mêmes en fait, et qui en sont sortis, mais qui justement partagent cette expérience, et qui peuvent servir ce film justement de façon assez sensible en fait, parce que c'est un film très sensible là-dessus. Et Woody Harrelson, qui lui a été plus le bon gros fumeur de ouinge dans le passé, et qui aujourd'hui justement s'est un peu relâché, et a pris un mode de vie super sain, de ce que j'ai entendu dire justement. D'accord. Ouais, donc du coup, on va parler un petit peu du film, quoi, et on va expliquer un peu aux gens donc de quoi parle Scanner Darkly. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, c'est dans un futur proche, mais c'est un futur vraiment très sécuritaire, où, Oui. où voilà, on voit déjà en tout cas des côtés où tout est un peu filmé, surveillé. Et donc, dans cette surveillance, en fait, il y a des policiers qui font partie d'une brigade assez spéciale,
de stupéfiants. Et donc, c'est une brigade infiltrée. Et ils ont un costume qui est vraiment incroyable. Oui, le costume bruité qu'ils utilisent dans l'agence, en fait, pour ne pas se trahir les uns les autres, qui est une sorte de costume qui est, en fait, où ils disent au début du film que ça a été codé à partir de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants, et où ça tourne en boucle. C'est une sorte de combinaison en fait, qui fait tourner en boucle des milliers de visages, et du coup, qui a une sorte de... qui a un côté déjà très psychédélique, en fait. Et donc, ouais, tout à fait. Hein, et ça donne vraiment un côté surréaliste. Enfin, donc, dans cet univers-là, on suit en fait un agent qui est du coup joué par Keanu Reeves. Ouais. Et en fait, on suit sa vie de policier. Et il a un peu ce côté double personnalité. Ouais, c'est ça. Il a un côté, en fait, il y a un côté double personnalité parce qu'il a une double vie. C'est l'agent vraiment infiltré. Et ce qui est intéressant, c'est que assez rapidement dans le film, en fait, il se retrouve à surveiller son entourage, c'est-à-dire dont sa petite copine qui est sa fournisseuse principale de substance D, enfin ou substance M en français, et ses deux amis qui squattent chez lui. Et en fait, et en parallèle, quand il est en tant qu'agent des narcotiques, il se retrouve à devoir surveiller sa maison de l'extérieur à travers des caméras de surveillance et à passer sa journée dans des bureaux à surveiller justement, à même se surveiller lui-même. Et justement, et tout en prenant cette drogue qui a des vertus hallucinatoires, et ben justement, c'est un vrai défi pour ne pas devenir schizophrène. C'est justement, on touche à une forme de schizophrénie même au sein de son travail. C'est ça, parce qu'il se retrouve à devoir se surveiller lui-même. Ouais. Donc, il y a vraiment ce côté... Et même à voir les autres, parce que tout au long du film, justement, les personnages, même, il y a des espèces de croisements étranges. Il y a le fait que très tôt dans le film, justement, dans les squatteurs, il y a Barris, qui est joué par Robert Downey Jr., et qui squatte chez lui en tant que pote, mais où très tôt dans le film, il va aux agents des narcotiques pour essayer de le dénoncer. Il essaie de trouver des preuves contre lui. Donc, il y a cette espèce de double jeu de la balance, où, et en fait, il y a un côté très paranoïa tout le long du film, qui est déjà... Déjà, tu as le côté dans le film Big Brother is Watching You avec les drones, avec le côté ultra-surveillance qui est pas mal d'actualité aujourd'hui, je trouve, où on commence à toucher à ça, c'est assez dangereux, où tout est surveillé et où du coup tu ne sais pas qui est qui, tu ne sais pas qui est infiltré, parce que c'est-à-dire Bob Harter, Keanu Reeves n'est pas le seul à avoir des costumes, on ne sait pas qui est derrière les autres costumes, et même entre drogués, il y a le côté justement où on ne sait pas à qui faire confiance, on ne sait pas qui est fiable, mais ça revient à un des symptômes de certaines drogues, en fait, la paranoïa. Une chose que je trouve intéressante là-dessus, vraiment, c'est le fait que pour moi, ce film, dans son intégralité, aborde tous les symptômes, tous les effets secondaires négatifs des drogues dures et violentes, en fait. C'est-à-dire la paranoïa, la dépression, la solitude, l'inconfort vis-à-vis des autres, justement, avec le personnage de Donna par Winona Ryder qui supporte pas le contact physique. On aborde en fait ça, mais on l'aborde aussi en dehors de la drogue, c'est-à-dire c'est vraiment une critique ouverte de la société, de la société américaine, pas mal. Ouais, complètement. Mais je te rejoins. En fait, on est sur une critique des drogues dures avec des effets qui sont quasiment la folie, en fait, à la fin. On est d'abord sur de la paranoïa, mais très vite, on dérape sur vraiment la folie. On voit que ces drogues-là sont des drogues destructrices, en fait, du cerveau. Mais même purement, une des choses que je trouvais vraiment unique dans le film quand j'y repensais, parce que je l'ai vu 2 fois en tout, mais une chose que j'ai remarqué vraiment, c'est que la substance M, la substance mort, alors je suis curieux d'avoir ton avis, mais moi, de ce que j'ai vu, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, on ne sait pas vraiment la raison pour laquelle les gens la prennent. En fait, la seule raison pour laquelle les personnages la prennent, c'est parce que ils y sont addicts. Mais elle n'apporte rien, contrairement, je veux dire, elle n'apporte rien, c'est-à-dire que les drogues n'apportent, mais contrairement à une personne qui va prendre du LSD pour profiter des hallucinations, ou une personne qui va prendre de l'ecstasy pour faire la fête toute la nuit, la substance mort, elle n'a vocation qu'à détruire.
et les gens la prennent quand même. Et c'est un concept que je trouve que j'ai jamais vu au cinéma en fait jusqu'ici. Alors, je pense que oui, c'est une caricature, en fait. Il y a un côté de dire, en fait, les gens la prennent, ça leur fait aucun effet, que ça soit positif ou négatif, hein, on voit pas, en fait, d'effet, en tout cas sur l'instant, parce qu'on Ouais. voit des effets, on voit des effets destructeurs dans le temps, mais on voit en tout cas pas d'effet visuel sur l'instant. Donc, on sait pas trop pourquoi ils la prennent. Je te rejoins complètement. Ouais, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où ils en prennent une, ils sont complètement addicts. Et ça, ils le répètent dans le film sur le fait que c'est une drogue où il n'y a pas de demi-mesure en fait. C'est à partir du moment où tu commences, tu tombes dedans directement et tu ne peux plus. Ça devient presque impossible d'en sortir. Donc il y a une sorte de côté il y a une vraie fatalité vis-à-vis de ça. Et où en parallèle, après en parallèle, on a des références à d'autres drogues parce que régulièrement on voit Woody Harrelson qui roule des joints à Kenny C'est vrai. Reeves Jr. On voit Donna, qui est Winona Ryder, qui va qui va avoir ses rails de coke. Justement, on est dans un milieu où les autres drogues ont leur petite place ici et là, mais c'est celle-là qui est vraiment la drogue dite une drogue terroriste fournie par un organisme terroriste. C'est comme ça qu'ils l'introduisent au début justement. Et oui, et donc, en fait, cette drogue qui détruit les gens fait écho, je pense, à l'héroïne et surtout à la perte que Philippe Cadic a eue de plein de ses amis, quoi. Donc, on C'est sent ça. que c'est une œuvre où il a voulu, je pense, montrer les mauvais côtés des drogues dures. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il montre aucun effet positif. Il montre juste une addiction et une dépendance. Comme tu l'as dit, dès que la personne en prend une, elle est dépendante. Mais en contrepartie, elle n'a aucun effet bénéfique. Oui. Donc, on est vraiment sur des drogues qui seraient destructrices pour rien en plus. Donc, Oui, c'est ça. Mais pour moi, ce que je ressentirais de ce que Kadik a voulu faire passer à travers le message, enfin après, en tout cas moi, ce que je ressens à travers le message et à travers même les noms de ses amis qui sont décédés ou qui ont des séquelles à vie, qui sont nommés à la fin du film. Alors sans vouloir justement trop spoiler, je sais pas si on peut parce que si on veut conseiller ce film aux gens plus tard, mais c'est le fait que pour moi le message qui résonne en plus du côté destructeur des drogues qu'on connaît déjà, c'est aussi le fait du temps de l'origine des drogues et le fait que c'est un peu l'économie, que c'est un peu le système économique du pays en fait. Le fait que les drogues ont leur place dans le système politique et économique américain. Je le ressens comme une sorte de satire de ça, justement une sorte de message un peu caché d'accuser ceux qui distribuent les drogues et que ce ne sont pas justement pour moi, je sens un côté justement où les gens derrière la distribution de ces drogues et derrière l'origine de toutes ces personnes qui tombent dans ces situations tragiques, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas rien a quelque chose à se reprocher. je vois ce que tu veux dire. C'est comme ça que ça se ressent fortement. C'est-à-dire, j'ai pas une grande culture de la distribution des drogues aux États-Unis ou des systèmes, mais il y a un côté un peu j'ai pas envie de dire conspirationniste parce que ce serait mais en tout cas, on sent qu'il y a une forme pour moi, une forme d'attaque vis-à-vis de ce côté-là en tout cas. Bah, il y a complètement un côté, en tout cas, corporation. Alors, est-ce que c'est au niveau étatique? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on voit Oui. qu'il Ah ouais. y a en tout cas des marques qui ont pris le pouvoir. Et après, c'est par des jeux de financement qu'elle lutte contre des drogues qu'elle crée elle-même. Donc, quelque part, il y a un cercle vicieux et Un cercle vicieux pour la population, mais vertueux pour les. l'intrigue Oui. du film. Ouais. Ouais, mais alors moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté un peu Memento dans la construction en fait et la compréhension qu'on a des personnages et tout ça, c'est-à-dire que tout n'est pas clair dès le départ. On a un peu comme des pièces d'un échiquier qui se mettent au fur et à mesure et on comprend
Donc c'est pas forcément un film qui est facile, dans lequel on va rentrer tout de suite. Il est même d'ailleurs assez dur. Ça commence avec un personnage qui a un peu des hallucinations et qui s'imagine avec des cafards Avec des insectes de toutes sortes, oui, qui lui sortent de la peau et des cheveux, ouais. Ah ouais, donc on commence tout de suite déjà par une scène où on comprend pas trop ce qui se passe, où est-ce qu'on est. Et puis au fur et à mesure, après, on voit cet univers sécuritaire, on voit les agents infiltrés, on voit donc plus précisément Keanu Reeves et son entourage. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui viennent se mettre au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on est sur un film qui prend un peu son temps pour expliquer en fait vraiment l'histoire, quoi. Bah oui, il y a une partie totalement Memento. Il y a une partie Memento justement où ça prend le temps, où il faut vraiment s'accrocher par rapport au film pour garder le fil. Et après, il y a une partie pour moi qui est volontairement. En fait, une chose qui fait que pour moi le film, c'est presque j'aurais envie de donner un conseil pour pouvoir mieux prendre le film. C'est le fait d'accepter de ne pas tout comprendre en fait. Le film, moi, j'ai découvert des choses j'ai découvert les films a réussi à me toucher sous certains aspects à partir du moment où il y a des zones que j'ai essayé d'arrêter de comprendre parce que justement, je vois que le film va volontairement à 200 à l'heure. L'exemple le plus concret pour moi, c'est les monologues de Robert Downey Jr. dans le film, où ça arrive très tôt dans le film, et où il parle à une vitesse folle, et où il aborde des sujets pseudo-politiques, philosophiques, mais où en fait, pour moi, je l'ai lu d'une façon où en fait, ce n'est pas du tout fait pour être clair en fait. C'est que on ne sait même pas si ce qu'il dit a vraiment du sens. On sent parce qu'on a affaire à un personnage complètement drogué également, c'est-à-dire qu'on suit quand même 90% de personnes sous emprise de drogue constamment, donc du coup, on doit aller dans leur logique, ce qui est presque impossible. Et où justement, ils regardent ça d'un aspect extérieur, ce qui donne un côté justement un peu indigeste et un peu dur. Mais justement, c'est à partir du moment où il faut. Après, c'est comme ça que moi je l'ai pris. Je sais pas pour toi, mais à partir du moment où il faut pas forcément essayer de tout comprendre et plus de voir ce qui se passe dans l'ensemble. Ah ouais, c'est ça, il y a un côté, si on essaye de trop comprendre, je pense que justement ça va un peu casser le fait de rentrer dans le film, quoi. Ouais, Il y a, ça peut très vite être frustrant, ouais. ouais, il y a des petites ambiances quand on voit les personnages ensemble qui m'ont fait penser un peu au film de Tarantino. T'as Woody Harrelson, comme tu l'as dit, qui à un moment donné roule un pet. Ils sont tous dans un salon en train de parler, et on pourrait voir un peu une influence de ce côté-là, quoi. Oui, le côté group talk et où ça part dans des sujets, où ça part profondément dans des sujets très mondains. Ouais. Et ça, c'est très tarantinesque, j'ai envie de dire, comme on le voit au début de Reservoir Dogs, où ils vont parler de la musique de Madonna avec Virgin et de l'origine de la musique, mais où ça va bien se concentrer sur ce petit sujet pour en fait développer les personnages en fait. Et c'est un peu, il va utiliser un peu ce même procédé dans ce film, ouais. Et d'un côté presque inverse, j'aurais envie de dire, parce que dans Tarantino, quand il fait ça, tu arrives à comprendre les personnages. Et pour moi, dans The Scanner Darkly, quand tu suis ces dialogues-là, tu comprends que tu comprends que ces personnages sont difficiles à saisir en fait. C'est-à-dire, plus tu les suis, moins tu les comprends. Il y a un côté un peu. Ah bah, tu vois qu'ils sont dans complètement dans une folie, quoi. Une autre réalité. Mais je voulais revenir juste sur ce que j'avais trouvé assez fou au début de la toute première scène avec Rory Coltrane qui se réveille avec ses insectes. C'est le fait que moi, ça m'a énormément rappelé une chose qui est assez connue des drogués. C'est justement un des effets secondaires. Pour moi, c'est là qu'on a déjà un rappel des effets secondaires qui est mis en image et qui est mis de façon très palpable. Justement, quand tu vois un héroïnomane en manque, souvent tu vas le voir se gratter nerveusement partout. Et c'est ça que je trouvais ça assez habile pour dès le début, Ouais. de montrer un personnage qui en fait essaie de s'enlever des insectes à volonté, mais où justement où si toi tu vois que on comprend assez rapidement que ce sont des hallucinations, et où de l'extérieur, si tu le vois dans la rue, tu vas tout de suite associer ça justement à l'héroïnomane, mais où tu vas du coup, quand tu vois les insectes qui rampent dans ses cheveux et sur son visage, c'est le premier film où j'ai pu avoir une idée plus claire
de ce que ça fait, des effets secondaires de la peau d'être en manque d'une drogue aussi hardcore, quoi. Et c'est marrant parce que à un moment du film, Keanu Reeves aussi voit des hallucinations, mais il sait que c'est des hallucinations. Oui, donc, c'est et plus donc évident. il y croit pas, quoi. Mais Celle où ils discutent et où et justement on est avec la même thématique où ses collègues se transforment en insectes géants, où tu as Woody Harrelson et Robert De Niro qui fait ses ronds de fumée avec ses ailes et ses antennes gigantesques, où il y a un côté délirant mais en même temps inquiétant. Justement, on ne sait pas si on doit rire ou si on doit bugger. est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il hallucine? Enfin, On se doute avec la substance qu'ils prennent régulièrement. Justement, on voit Keanu Reeves, on voit qu'il est déjà quand même vraiment dans la drogue. Et on voit, c'est lui, on a justement le Rory Coltrane il joue Charles Freck, celui qui est déjà en fait à un niveau extrême et qui est déjà au bord de la fin en fait, et qui a un niveau d'hallucination et même dans sa personnalité qui a vraiment tous les symptômes et les effets secondaires d'une personne qui est totalement dans la folie et qui est totalement paranoïaque. paranoïa et c'est ça, et hallucination vraiment extrême. C'est-à-dire dès le début, il enchaîne, il est vraiment parti de l'autre côté de la réalité justement, dans un enfer artificiel cette fois-ci, et où à côté Keanu Reeves, on voit en fait la décadence au fur et à mesure justement. Mais on est beaucoup du point de vue de Keanu Reeves principalement. C'est-à-dire, c'est intéressant. On a ces deux personnages, mais c'est surtout du point de vue de Keanu Reeves qu'on va suivre le film et qu'on va voir le côté vraiment extérieur et tous les effets de la drogue et de cette destruction justement continuelle. Il y a une scène aussi avec Robert Downey Jr. où Woody Harrelson est en train de mourir au sol et il l'aide pas, il le soigne pas, il fait rien. Enfin, c'est assez incroyable. Oui, c'est assez, mais c'est assez. Ça montre le côté très antipathique du personnage de Robert Downey Jr. qui joue vraiment une forme de. On ne sait pas si c'est une ordure ou si c'est quelqu'un qui est juste. Oui, qui a perdu toute forme d'humanité en fait. Là, Robert Downey Jr. pour moi, il représente la perte de l'humanité, le côté conspirationniste un peu intello, mais qui en même temps, qui est tellement obsédé par ce qui l'entoure et par les petits détails et pour moi, ça me rappelle pareil, ça me fait un rappel aux personnes qui se retrouvent dans des squats et où où il y en a un qui s'est fait sa picouse et qui ne remarque pas la personne qui fait son overdose à côté, quoi. Pour moi, il y a un côté justement où on n'est plus conscient du monde extérieur, on est plus conscient même de son propre entourage et il y a quelque chose le côté individuel où très chacun pour soi, quoi. C'est ça, mais même involontairement en plus, le fait qu'il ne voit comment dire, même quand il remarque que Woody Harrelson est tombé inconscient, il va pas volontairement rien faire, il va appeler le SAMU, mais tranquillement en fait, il va pas prendre conscience de la gravité de la situation. Et c'est ça, ouais. Il y a quelque chose de. Ça joue sur ça, ouais. Ouais, donc comme tu l'as dit, hein, en fait, on va suivre leur décadence en fait au fur et à mesure, et donc Keanu Reeves va sombrer en fait au fur et à mesure dans la folie. On laissera découvrir la fin. Oui, il y aurait plein de choses à dire sur la fin, mais c'est vrai que ce serait dommage de spoiler. Mais c'est vrai que la partie, le dernier quart du film, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que le film essaie de nous dire, en fait, qui est beaucoup plus profond que juste montrer une sorte de témoignage de personnes qui tombent dans la drogue. Il y a une vraie chose et une vraie critique. Il y a une critique politique, sociétale, quoi. Et c'est ça. Mais pour moi, ce qu'il y aurait à retenir sur la vision du film, c'est aussi le fait que dès le début, on ne sait déjà pas discerner. Autant il y a les hallucinations qui sont évidentes, comme le fait justement de la scène avec Keanu Reeves qui voit ses amis se transformer en cafards géants. Autant il y a tout le reste du film où on sait déjà, en fait, dès le début, on est déjà très confus entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour moi, c'est-à-dire le fait que même Keanu Reeves, on découvre à un moment, il se réveille au milieu de la nuit et il erre un peu dans sa maison. Et c'est là qu'il a une première voix off où il s'adresse à nous et où il expose en fait son passé, où il avait une famille et où justement où il était en fait vraiment le père de famille aimant avec ses deux petites filles et où un jour en fait il se cogne la chose bête qui nous arrive à tous, il se cogne la tête
sur un meuble assez violemment, et ça lui fait une sorte de gifle de réalité en fait. Il prend conscience justement que, comme il le dit en fait, je ne détestais pas l'armoire qui m'avait fait mal, je détestais ma maison, je détestais ma famille, je détestais ma tondeuse à gazon, parce que en fait c'était un reflet de lui-même que rien n'allait changer, qu'il n'y avait plus de nouveautés, que tout allait en fait qu'il y avait une sorte de tournage en boucle, et qu'il a choisi d'abandonner tout ça, qui choisit d'abandonner en fait. Pour moi, c'est un message vis-à-vis de, comme on dit, l'American way of life, c'est-à-dire famille, boulot, maison, justement C'est tondeuse ça, à gazon. il sort du cycle, on va dire, Du normal. cycle, c'est ça, c'est du cycle normal, du cycle consumériste d'un côté. Le coup, le fait qu'ils incluent la tondeuse à gazon, pour moi, il y a presque une référence à la Fight Club. Comment dire, vous n'êtes pas votre tondeuse à gazon, vous n'êtes pas vos abonnements TF1, vous n'êtes pas, C'est vrai. vous êtes les objets, vous utilisez votre argent pour acheter des objets que vous n'utilisez pas. Il y a un côté comme ça, mais où en parallèle, l'alternative n'est pas forcément. On se pose la question du coup, il a tout lâché, il a tout perdu, et il se retrouve comme une sorte d'agent de narcotique, ok, mais on le voit surtout sous son aspect de drogué paumé en fait, qui a préféré en fait abandonner tout but et choisir le chaos complet, plutôt que d'avoir un train de vie de famille, plutôt que de choisir une banalité en fait, un train de vie de famille un peu banal justement. Ouais, parce que surtout, ils ont rien de spécial. Enfin, je veux dire, on suit des personnages qui sont vraiment classiques. Oui, mais même Pas oui, de choses extravagantes. Enfin, ils font pas de choses. ils font des personnalités de stoner basiques, mais même plus que de stoner Ouais, toxico, vraiment, parce que. Mais il y a un côté, oui, il y a un côté ces toxicos qui passent leur journée à émettre leurs théories sur des détails bêtes ou des théories conspirationnistes, et en fait, mais à ne rien accomplir au final. Et c'est ça complètement, ouais. c'est ça que ça nous montre. Ouais. Et sur le côté justement réalité ou pas, même le coup de la famille qu'on voit sur son passé, même ça en fait, du fait qu'on suit un personnage qui perd peu à peu pied avec la réalité, en fait, même là-dessus, on ne sait pas si on peut lui faire confiance sur ce souvenir. On ne sait même pas si ce souvenir est réel, ou si c'est on ne sait même pas si justement il y a beaucoup de choses justement où il y a des zones où on voit que c'est eux qui sont complètement parano, comme quand ils rentrent chez Keanu Reeves et qu'ils découvrent un joint entamé, et ils se disent ok, en fait c'est les fêtes qui sont arrivées, ils vont planquer de la drogue dans les canapés, il faut vite qu'on se tire, ah mais non c'est trop tard, ils vont arriver, si on se tire ils vont nous prendre sur le fait, et du coup ça veut dire qu'on sera encore moins, il vaut mieux qu'on reste ici, qu'on attende, non faut que tu vendes la maison, mais vends la plus chère parce que avec la drogue tu peux la vendre, et ça escalade comme ça. Mais la discussion de paranoïaque, de fou qu'ils ont, elle est. Et ce qui est très bien fait, c'est que c'est à la fois drôle, je trouve, c'est à la fois très drôle, et c'est à la fois inquiétant en fait. Tu sais pas si tu ris ou si t'es ou si t'es mal à l'aise. Une sorte de cette espèce d'entre-deux constant, mais qui du coup moi m'a accroché au film justement. Ils ont des conversations vraiment qui partent dans tous les sens, et tu sens qu'ils sont décrochés des vraies discussions que des gens normaux auraient. Ils sont dans leur monde, et ils se posent des questions que personne ne se poserait. Ils s'imaginent des solutions que personne n'imaginerait. Enfin, Ils ont des logiques absurdes. ouais, Oui, ils ont des logiques absurdes, mais qui pour eux sont évidentes. Sont des faits évidents. C'est ça qui est. Et on est vraiment dans un. On va vendre la maison plus cher parce qu'il y a de la drogue dedans, mais cette scène-là m'a tué, quoi. Et même quand ils ont un accident de voiture, parce qu'ils fraudent l'accident de voiture parce que les freins ne répondent plus, et qu'ils essaient de savoir si c'est quelqu'un qui a volontairement trafiqué les freins de Keanu Reeves, et où ils partent en vrille justement, et où à chaque justement, ou sur les choses, ce genre de choses, ils partent en vrille, mais à côté, quand Woody Harrelson s'étouffe et que là il y a un véritable danger, ils ne réagissent pas. Non. Et c'est là que ça montre un décalage constant avec la réalité, et en parallèle à notre décalage avec le film, et même au fait de suivre un héros qui se suit lui-même. C'est ça qui est intéressant sur le titre Scanner Darkly, qui est une citation de la Bible en fait, des Corinthiens 13-12, qui parle en fait. Alors, j'ai pas su comprendre exactement ce que signifiait la Bible, mais une question justement
je ne vois que le miroir de moi-même en fait, et du coup je ne sais pas si moi de ce que j'ai compris un petit peu en lisant cette citation, il y a un côté je contemple un miroir donc je me contemple moi-même, mais est-ce que entre moi et le miroir il y a une même est-ce que la vision que je vois dans le miroir est la vision la plus nette de moi-même? Et où dans le film, Kenny Reeves, il l'aborde, A Scanner Darkly, scanner qui est comme les caméras de surveillance, où il dit est-ce que, en fait, Darkly comme plus sombre, dans le sens où est-ce que les caméras, du fait qu'il perd pied avec la réalité, qu'il n'arrive plus à savoir ce qui est une hallucination et ce qui est une réalité, qu'il n'arrive plus en fait, il n'arrive plus à avoir d'identité, il n'arrive plus à se voir lui-même. Il dit est-ce que les caméras, elles, peuvent me voir mieux que je me vois, peuvent me voir plus clairement ou plus sombrement, justement. Et j'espère qu'elles peuvent me voir plus clairement parce que si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun espoir à ce qu'il puisse retrouver sa propre identité, à ce qu'il puisse avoir un indice de ça. Et c'est ce qui se passe quand il se surveille lui-même et que dans les vidéos, j'ai pas envie de trop dire, justement, mais il y a une scène où dans une vidéo où il se voit lui-même, où il a eu une hallucination quand il était au lit avec une fille, et quand il revoit la vidéo, l'hallucination reste sur la vidéo, et où il la regarde, il la sort, et où il y a quelque chose justement de très inquiétant de côté de même si est-ce que la caméra elle-même ressent les hallucinations, il y a un côté un peu métaphysique de ça, justement. Ouais, il y a un côté trippant. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses sur le film. En conclusion, moi je dirais que c'est effectivement un film qui peut être un petit peu dur au premier abord. Ouais. Qu'il faut pas hésiter à quand même lui laisser un peu le temps, parce que voilà, il y a une critique derrière, on sent que c'est une œuvre qui, au-delà juste de parler de drogue, il y a tous ces aspects déjà de montrer les mauvais côtés de la drogue, mais il y a aussi tout un aspect de voir comment en fait la société tourne autour de ça. Oui. Parce que en fait, cette drogue-là, tout le monde la prend. En tout cas, énormément de gens la prennent, et c'est la drogue la moins chère. Et donc, il y a encore une histoire quand même d'argent. Et le fait que les gens prennent cette drogue-là, c'est parce que c'est la moins chère et c'est la plus accessible, mais c'est en même temps celle qui détruit les cerveaux. Donc, ça rejoint beaucoup de choses sur... pour moi, j'y ai pensé là tout de suite, c'est pour ça que je me permets de dire. Pour moi, ça m'évoque en fait, même ça touche à beaucoup de choses, mais pour moi, ça m'évoque même le côté général de tout ce qui est gratuit et pas cher. Et c'est la chose qu'on consomme le plus en fait, que ce soit les fast-food qui nous détruisent la santé, que ce soit les émissions de télévision qui passent aux heures d'affluence, mais qui sont en fait des trucs d'anticulture. C'est le fait justement, cette drogue pas chère, il y a une métaphore un peu de ça aussi, une sorte d'allégorie de ce qu'on nous met ce qu'on nous met sous le nez constamment et qu'on va généralement bouffer plutôt que d'essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sain pour nous, qui va forcément demander plus d'efforts et coûter plus cher. Tout à fait, ouais. Donc non, il y a vraiment, je pense, une critique très intéressante sur une anticipation qui, comme tu l'as dit, est en fait pas si loin. Donc c'est quand même marrant de voir comment ça a été imaginé. Et donc voilà, je pense que c'est un film à voir si on s'intéresse un peu au sujet des drogues et du cinéma. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter Ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est vrai que c'est un film qui peut être, ça va être le côté indépendant du film, que c'est un film qui peut être indigeste en fait, dont le rythme n'est pas, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, je suis d'accord là-dessus. Et même moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment dû m'accrocher jusqu'à la fin. La deuxième fois, j'ai été un peu plus dedans parce que justement, j'ai essayé d'aller au-delà de tout l'arc narratif, du fait que je le connaissais, j'ai voulu le revoir en voyant les autres aspects. C'est peut-être là que c'était plus intéressant. Mais une chose que je dirais, c'est que déjà, malgré toutes ces complexités, je trouve qu'il y a une certaine sensibilité dans le film. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une sensibilité un peu émotionnelle vis-à-vis du personnage principal, vis-à-vis de la fin, en fait. C'est ça qui fait que, même si c'est un film où il faut s'accrocher, pour moi, la fin, il y a quelque chose d'intéressant et de presque touchant, si on arrive à rentrer dedans.
C'est joué aussi par le côté touchant, par le rythme et par c'est Radiohead qui a fait une grosse partie de la soundtrack. C'est ça. Moi, Il y a j'ai Radiohead, ça fait partie de mes groupes qui pour moi déclenchent aussi beaucoup d'émotions. C'est un groupe qui est très très fort pour moi, très à ne pas écouter quand on est déprimé, parce que c'est une musique, c'est délicat justement. C'est un peu comme ce film. C'est pas un film qui va se regarder pour se détendre et tout. C'est pour aller plus, c'est pour tenter quelque chose d'un peu plus expérimental. Mais où à la fin, je pense d'une façon ou d'une autre, ça peut parler à tout le monde, je pense. Non, j'aime bien ce que tu dis, c'est une expérience, c'est expérimental, parce que il y a une satisfaction, en tout cas, à le voir jusqu'à la fin et à comprendre vraiment l'entièreté du message qu'il y a dans l'œuvre. Et puis quand même ce côté graphique qui est intéressant, hein, qui peut... Oui. Alors, des fois, effectivement, ça peut. Il y a des gens qui diront que ça les sort du film. Moi, je trouve que ça donne justement un côté œuvre un peu expérimental. Ça rajoute en fait à l'expérience une impression que peut-être que ce qu'on voit n'est pas vrai, quoi. Donc, je sens qu'il y a un vrai but le but de la rotoscopie comme ça, même inégal, du fait que, comme je t'ai dit, ils ont eu des gros soucis en fait pour finir la production. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec les équipes justement qui ont travaillé sur la partie animation. Il y a eu même, je crois, une équipe qui a été virée en milieu et ça a pris 4 fois plus de temps que prévu. Donc même le côté presque inégal de la rotoscopie, c'est vrai que ça rajoute en fait à l'ambiance du film et à ce que le film essaie de nous faire ressentir. Ce qui est justement pas forcément agréable, mais ça va être comme pour Requiem for a Dream, où c'est pas des films qui sont là c'est des films qui sont là pour communiquer quelque chose, même si c'est quelque chose de pas forcément agréable, mais qui sont là pour essayer de nous parler de quelque chose d'important. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Même si, bon, Requiem for a Dream fait vraiment mal, là où Scanner Darkly est quand même plus soft. Le message est fort, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais c'est vrai que ça va être moins, ça va être moins graphique, mais c'est une chose presque que c'est ça qui fait que j'aurais moins de difficultés à revoir Scanner Darkly que Requiem for a Dream, même si Requiem for a Dream est un film incroyable. Mais oui, c'est vrai que ça rend le film, le Requiem for a Dream, ça joue sur le côté graphique, parce que ça te met vraiment face à l'horreur de la drogue, mais sans filtre. Tandis que Scanner Darkly, ça va jouer sur un côté métaphysique, expérimental et aborder d'autres sujets à travers la drogue, et où du coup, justement, le but, ça va pas être de montrer cette violence, ça va être de montrer quelque chose de plus nostalgique, de plus triste, mais pas de plus violent, ouais. C'est vrai. Écoute, je pense qu'on va passer en fait au bonus. Ouais. Hein, parce que là, voilà, on a dit suffisamment de choses sur le film. Allez le voir allez vous faire un avis, ouais. Et puis, justement, bon ou mauvais, c'est intéressant de voir ce qui passe et ce qui ne passe pas, ouais. C'est un film qui a pas marché, je crois d'ailleurs. Non, en termes de budget, hein, c'est clair qu'il a remporté moins qu'il n'a coûté. Il n'a pas coûté cher, il a coûté seulement 8 millions. Voilà. Ce qui est un bon prix pour les films quand tu vois les productions aujourd'hui, mais il a rapporté 1 million de moins en fait. Donc il a pu. Mais du coup, que les gens se fassent leur avis, je pense, sur ce film, voir si est-ce qu'il est à la hauteur de son. Complètement. L'expérience Scanner Darkly. En tout cas. Ouais, tout à fait, oui. Donc, les bonus, ça commence par la première question qui est de te demander une œuvre de fiction, que ce soit une série, un livre, une musique qui parle des drogues. Ouais. Moi, pour faire rédemption de ne pas avoir lu l'adaptation de Scanner Darkly, j'ai une autre série de livres que je trouve assez impressionnante et alors c'est pas direct, si c'est quand même vraiment en rapport avec une sorte de drogue. Alors je ne sais pas si tu connais, c'est les œuvres de Carlos Castaneda. J'en ai 2 ici, j'ai le premier et le 3e volume.
C'est sur en fait un Américain, un docteur américain qui étudiait les drogues, dont les drogues hallucinogènes, dont le peyote et les champignons, et qui a fait la rencontre d'un sorcier indien yaqui qui est devenu en fait son maître. Et où en fait, et ce qui est intéressant, c'est que le sorcier en fait était un grand connaisseur des drogues, et il a décidé de le prendre sous son aile, mais au-delà des drogues, même de lui faire expérimenter en fait d'autres visions du monde, ce qui peut retoucher un peu à Skinner Darkly, mais d'une façon beaucoup plus spirituelle et plus positive, j'ai envie de dire, mais où en fait c'est des séries de livres. Alors ça se lit très facilement parce que c'est vraiment des aventures où il va se retrouver dans le désert avec le maître indien qui va être très mystique et très mystérieux et qui va lui montrer des expériences qui vont presque toucher au fantastique en fait, mais où pour le sorcier yaqui, sans vouloir trop développer, où c'est le fait j'ai envie de bien le formuler, c'est le fait de ne pas se contenter de juger ce qu'on a devant les yeux en fait, le fait de voir plusieurs niveaux de réalité, le fait que ce qui est devant nous n'est pas forcément la seule réalité possible. C'est ça la base que je dirais, ça suffirait, mais où ça parle d'énormément de choses et où il y aura aussi justement des expériences avec des drogues comme le peyote. Le premier tome, ça s'appelle L'herbe du diable et la petite fumée. Sur le fait que c'est deux types d'herbes en fait, où le sorcier yaqui qui s'appelle Don Juan, qui lui il a la petite fumée, c'est une drogue qu'il utilise dans sa pipe, et où Castaneda va essayer l'herbe du diable, et ce sont des drogues en fait qui sont des formes d'ali en fait, qui ont presque une valeur spirituelle, justement où il dit justement qu'ils vont même à un certain degré, si on arrive à la dompter, parce que c'est une drogue qui doit se dompter, s'apprivoiser, que tu dois mettre dans ton camp, c'est très profond là-dessus justement, et que tu dois dompter, mais qui peut être à la fois très destructrice et qui peut à la fois en fait te changer en surhomme. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, cette histoire. En fait, on ne sait pas si Don Juan a vraiment existé. Beaucoup de gens spéculent qu'en fait, tout ça, c'est n'importe quoi et que c'est purement fictionnel, et d'autres gens y croient totalement. Mais en fait, c'est pas l'important. L'important, c'est vraiment tous les messages que ça véhicule. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est très facile à lire et c'est très profond, en fait. Ça nous donne envie d'aller au-delà de ce qu'on a devant les yeux. Ouais, écoute, très intéressant, quoi. Castaneda. C'est ça. Et je recommande, je recommande la série de livres sur le sorcier yaqui. Ok. La deuxième question, c'est ton stupéfiant. Du coup, c'est ton film de drogue préféré, toute drogue confondue. Je vais partir sur un petit classique qui est bien barré aussi, qui est Naked Lunch, Le Festin nu de David Cronenberg. Qui est aussi un film qui va nous faire perdre pied, qui va justement jouer avec un certain plaisir, avec un malin plaisir, à nous confondre entre réalité et illusion. C'est un film, le film avec un super casting en plus, et qui va raconter un ancien drogué qui se retrouve à être des cafariseurs, je sais plus comment on dit, qui se débarrasse des cafards de la baraque, et qui va commencer en fait à se droguer avec la poudre à cafard, et qui va se retrouver dans une sorte d'univers où il est une sorte d'agent double d'une organisation secrète, et où il va y avoir justement, comme dans les films de Cronenberg, beaucoup de body horror, et où il va creuser des créatures, où ça va énormément jouer avec un côté à la fois, justement il y a un côté à la fois film noir, détective privé et organisation secrète, à la fois un côté fantastique complètement barré, et où très vite en fait on va lâcher prise avec le fait de savoir si c'est vrai ou non. C'est ce qui va se passer dans le film qui va être intéressant. Et c'est un film complètement barré, mais qui esthétiquement, c'est une claque. C'est un côté volontairement drôle, dérangeant. Il y a plein de bonnes idées. C'est une vraie expérience. Bah écoute, c'est noté en tout cas. Je l'ai pas vu et je vais le regarder dès que je pourrai. Super. Et la dernière chose, c'est le fait tourner. Donc là, c'est ton moment. Je te laisse. Tu peux parler de ce que tu veux. J'avais envie déjà de faire tourner un peu quelques youtubeurs qui sont autour de moi et qui sont quand même cool. En premier lieu, j'avais quand même envie de faire un petit rappel pour Microciné, pour Samir de Microciné, qui est non seulement un super youtubeur, mais qui est une vraie crème dans la vraie vie. Donc voilà, vraiment aller voir les lives Microciné, c'est toujours passionnant, et il fait des analyses très profondes. Il y a vraiment de beaucoup à voir sur sa chaîne. Je me permets, je te coupe, mais il viendra en tout cas faire un entretien sur Easy Rider. Voilà.
Donc, Mais tu vois, en plus, il aborde des super classiques, quoi. Easy Rider, je regarderai cette vidéo avec plaisir. Voilà, il y a lui. Il y a une qui est Daiben Sortarius, qui est le labo de la sorcière, qui est une youtubeuse qui va aborder plein de petits sujets, qui va autant aborder certaines œuvres et autant aborder certains sujets. Elle a abordé par exemple le cœur au cinéma, ce genre de choses. Elle a aussi un peu, comme moi, de la mise en scène et un peu d'humour. Elle va vraiment donner une esthétique à ses vidéos qui sont vraiment cool. Elle a fait une dernière vidéo d'1h08 sur la légende de Korra qui est super complète. Donc ça, ouais, ça je recommande. Elle a vraiment un talent, elle est bien rythmée. J'ai envie de recommander Le Bonimenteur français qui lui aborde vraiment le cinoche à la française, avec de l'humour aussi. Il a fait une dernière vidéo sur Belmondo et sur sur un film de l'ombre de Belmondo. J'ai envie de recommander Crazy Bench Studio qui fait plein de vidéos et qui fait à la fois des courts-métrages et des web-séries et à la fois des analyses et des critiques justement, des ermites critiques comme il dit. Atec, là je balance parce que j'en ai pas mal donc je vais dire, mais je suis désolé pour ceux que j'oublie. Il y en a un qui est Atec Prod, qui est un collègue acteur que j'ai connu dans une école de cinéma et qui fait des réactions de bande-annonce, surtout dans l'univers comics. Il a une belle culture comique et BD. Il va parler de réalisateurs comme Kevin Smith, ce genre de choses. Il y a aussi, il y en a plein de super youtubeurs. Il y a Fatal Horror qui est assez récent et qui fait plein d'analyses d'horreur. Il y a le Guide Barbu qui fait plein de critiques en fait à la chaîne, mais où du coup il couvre vraiment une grosse zone du cinéma. Il fait des 80 j'ai perdu le terme, c'est 80 films par seconde ou quelque chose comme ça. Mais oui, où il va tout de suite sortir des cartes et te faire des petits retours, mais où, du coup il va t'en faire une dizaine par vidéo de quelques minutes. Il y a Megamax qui est le méga youtubeur, Merej qui est quand même vraiment cool et qui est un je sais pas, Merej qui est naturel, en fait, c'est sa personnalité naturelle, ça fait qu'on le regarde assez bien, je trouve. La culture vidéo et plein d'autres. Et peut-être un dernier, c'est peut-être mon collègue et ami Samuel Tello, qui a une chaîne, c'est lui, il a plus quelques clips, mais justement un clip qui est en rapport avec. Il réalise des clips et il a fait le clip des Bons Vivants qui s'appelle Highway Weska et qui a un côté sympathique, psychédélique. Ok. Donc, au moins aller voir cette vidéo. Et ça, c'est pour les youtubeurs. C'est ce que je voulais te proposer, c'était peut-être finir par une petite anecdote sur une anecdote qui toucherait à ton dossier cannabis, j'ai envie de dire, au moins histoire de mettre une patte dedans. C'est l'un des seuls films que j'ai vu, alors c'était il y a longtemps, c'était il y a une dizaine d'années, c'est l'un des seuls films que j'avais vu seul chez moi à l'époque dans mon appart justement en fumant. Et c'était une expérience particulière parce que justement c'était pas du tout un film stoner à la Half-Baked ou à la Emek Eleoumakes, ce genre de choses. En fait, je l'avais pris un soir, c'était quand j'étais entre mes jours de fac et j'avais réussi je sais plus où j'avais récupéré ce joint, mais je me le suis fait. Je me le suis fait devant un film qui s'appelle Brain Scan, qui est un petit nanar d'horreur en fait très sympathique, un peu débilos mais assez marrant, avec Edouard Furlong d'ailleurs, qui est l'acteur qui joue dans Terminator 2, et qui est un film d'horreur en fait. Alors justement, je suis curieux de savoir s'il y a des retours là-dessus. Mais moi, c'est le seul film que je me suis fait avec un joint, c'était un film d'horreur qui était nanar et assez débile et un peu risible. Mais du fait que j'ai fumé, je suis entré dedans de façon ultra intense. Et du coup, le nanar un peu à deux balles, qui a quand même une ambiance sympa en extérieur. C'est un film qui est un petit divertissement vraiment sympathique. Mais à voir avec un joint, en fait, je suis vraiment entré dans le film, surtout que c'est un film qui part de réalité virtuelle, où il y a des meurtres dedans et tout, et il y a une sorte d'intensité, et je me suis accroché à ce film où, dans un contexte normal, je me serais juste marré sans vraiment faire trop attention, justement sans vraiment rentrer dedans, en ayant un aspect extérieur, et j'ai réussi en fait à donner à ce film de seconde zone un visionnage de première qualité, en fait. Et où à la fin, j'avais presque le côté où où justement il y avait des moments qui étaient assez effrayants et tout, alors que si tu regardes le film, le méchant principal, il est vraiment en carton, il a un look comment dire de Rocky Punk, de Milo, mais voilà, mais c'est assez marrant de pouvoir justement transformer, de pouvoir donner une certaine qualité à un film de ce genre avec un stupéfiant comme ça.
Bah, je comprends, tu as scotché devant ce film, mais c'est là où, en tout cas, des fois, le cannabis peut te permettre d'apprécier peut-être une œuvre d'une manière différente parce que tu vas te concentrer dessus. Oui. Moi, il m'en faut pas beaucoup, vu que j'ai, comment dire, ça a été vraiment des expériences rares, donc ça avait largement fait l'affaire. Eh ben, écoute, Vadé, je te remercie. En tout cas, c'était vraiment un super entretien. Merci pour l'invitation, Là, plaisir. ça marche. Eh ben, merci beaucoup à toi et bonne continuation. Merci à toi. À plus. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.